Hier, comme chaque matin, j'ai lu la presse, j'ai lu les journaux. Un peu plus tard qu'à l'habitude, c'était dimanche. Et je suis tombé sur ce dossier de la journaliste Caroline Touzin dans la presse sur Dr Marie-Hélène Marchand. Elle est médecin de famille. Elle est dans une équipe qui se spécialise dans les soins palliatifs pour les gens qui n'ont pas de logement. Des soins palliatifs pour des itinérants. Imaginez, vous êtes en fin de vie, vous êtes malade, la fin approche et vous n'avez pas de maison. Vous vivez dans votre auto, vous vivez dans un campement, vous vivez dans une installation temporaire où il n'y a pas d'intimité et il y a des anges comme ça qui viennent veiller sur vous. Dr Marie-Hélène Marchand est avec nous en studio. Dr Marchand, merci d'être là. Merci de m'inviter, très apprécié. J'ai été extrêmement touché par ce reportage-là. Je vous avoue, là, c'est un angle mort. Sans mauvais jeu de mots, j'avais jamais pensé aux personnes itinérantes qui n'ont pas de soins quand elles sont en fin de vie. Comment vous, c'est venu sur votre radar ce problème-là? Bien, c'est une réalité que peu de gens connaissent. Là. Le vivre dans la rue, c'est extrêmement exigeant. On en parlait un petit peu dans l'article, mais c'est autour de 4 fois plus de cancer, une espérance de vie la moitié moindre. Donc, quand on lit ça, on comprend tout de suite que les besoins sont grands. Mais ça vient de... Mon Dieu, ça fait plusieurs années. Moi, je travaillais au Nunavik avant. J'ai côtoyé beaucoup de morts traumatiques, violentes, que je devais essayer d'aider. Puis je me suis dit à un moment donné, il y a probablement un autre chemin pour cette fin de vie-là. Évidemment, il y avait des belles histoires à traverser aussi. Quand je suis revenue à Montréal avec la petite famille, j'avais envie de faire des soins palliatifs, d'essayer de devenir un peu meilleure à accompagner les gens. Je suis retournée sur les bancs d'école, refaire une partie de ma résidence pour devenir spécialiste en soins palliatifs. Puis j'ai travaillé déjà à domicile. Puis tout de suite, c'était évident que les gens en précarité sociale avaient un des paramètres de santé vraiment pire que monsieur et madame tout le monde, mais aussi un accès aux soins catastrophiques. Donc non seulement tu es plus souffrant, tu es plus malade, mais tu as moins accès aux analgésiques, tu as moins accès à l'équipe médicale à domicile. Donc, c'est un petit peu né de tout ça. Puis j'ai décidé de pousser plus loin encore cette réflexion-là. Et en faisant quelques recherches, j'ai découvert un projet à Toronto qui existe depuis 2015. Donc, nous, notre projet existe depuis 1 an, là, mais des fois, je rigole puis je dis, en fait, c'est pas innovant, on fait du rattrapage. Puis, c'est le programme PEACH qui fait, en fait, des soins palliatifs dans les milieux de vie, dans la rue, etc. Puis je suis allée voir qu'est-ce qui se faisait. Puis j'ai dit, il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas ça au Québec. Docteur Marchand, la journaliste Caroline Touzin vous a suivi sur le terrain. Racontez aux gens qui nous écoutent à quoi ça ressemble la vie d'une médecin de soins palliatifs avec son équipe qui fait des soins pâles, comme on dit, dans la rue. Votre quotidien ressemble à quoi? Il n'y a pas vraiment de journée type. C'est la beauté de mon travail, je trouve. Puis on a souvent, le piton activiste collé, dans le sens qu'on rencontre tellement de scénarios catastrophiques, des gens qui ont été mis dehors des hôpitaux sans vraiment une analyse profonde de la situation. On découvre des jeunes avec des cancers métastatiques dans la rue qui ont eu des pertes au suivi. Donc, le quotidien peut bouger assez rapidement. Mais typiquement, on va aller dans les refuges, on va aller les bancs de parc, dans des pioles. Alors, on se promène où ce que la personne est. Des fois, c'est vous et votre équipe, Dr Marchand, qui allez à leur rencontre. Exactement. Des fois, on ne les trouve pas. Donc, ça arrive que la personne n'est pas là, mais on se revire de bord. Puis... OK. J'ai été touché par les témoignages qui sont racontés dans le reportage. Puis pour donner une bonne idée aux auditeurs du quotidien, parlez-moi de l'histoire de Michel. Michel, c'est un ancien garde-de-chasse qui, lui, là où vous l'avez trouvé, c'est dans sa voiture. Michel, c'est très particulier. C'est pas quelqu'un que j'ai connu longtemps, malheureusement, parce que vraiment, c'était un grand homme. Je parle au passé parce que malheureusement, il est décédé la semaine passée. Mais c'est venu de... On a su qu'il était dans sa voiture. Ça a été, on va dire, repéré par... il y avait eu une demande d'une autre région disant « Monsieur s'en vient à Montréal. On ne sait pas trop quoi faire avec.
les CLSC ne se rendent pas dans les voitures parce que ce n'est pas un domicile normal. Alors, on a réussi à le rejoindre. Il nous a dit, rencontrez-moi à la borne, j'ai oublié le nom, là, X borne dans un stationnement. Donc, c'est l'infirmière qui est allée en premier. Charmant monsieur, super gentleman, un lecteur très agréable, philosophe, un monsieur solide, intelligent. Donc, on a appris à le connaître un petit peu. Rapidement, on a bien vu que ça n'avait pas de bon sens. Il était très, très frêle. Il avait perdu, je pense, une 20aine de kilos. Il ne mangeait plus. Mais il conduisait encore sa voiture. C'est sûr que ça nous inquiétait un peu, mais c'était sa seule liberté. Puis il allait dans les parcs. Il allait dans les parcs voir les oiseaux, écouter la nature, retrouver du silence. Puis à un moment donné, de lui-même, il a dit, ben je peux plus. Tu sais, c'est rendu trop. Mais il continue à visiter sa mère. Il continuait à visiter sa mère. C'était ça, probablement pas mal sa seule proche avec sa sœur, là. Il allait de temps en temps chez elle, mais c'était pas un logement où on pouvait admettre des gens de manière régulière. Donc, il était toujours un petit peu à la sauvette. Oui, c'est ça. Et il cachait à sa mère qui était en phase terminale aussi. Il voulait pas l'inquiéter. Il avait peur, tu sais, sa mère est quand même âgée. Il avait peur que elle-même, ça la plonge dans une dégringolade de santé. Donc, il voulait la protéger. Et vous avez aidé Michel, je pense, à avoir une fin de vie digne. En fait, je trouve que souvent, notre travail, numéro 1, c'est qu'on écoute. Ce sont souvent des besoins tellement humains, tellement comme vous et moi, on aurait les mêmes besoins, mais il n'y a pas d'accès. Donc, une fois qu'on a bien entendu, on se retrousse les manches, puis on ouvre des portes pour que ces gens-là aient droit à ce que monsieur et madame tout le monde ont droit. Donc, Michel a eu une mort par aide médicale à mourir dans une maison de soins palliatifs. Exactement. Avant, il est allé en maison de soins palliatifs, il s'est déposé là. Je pense qu'il a charmé tout le monde là-bas. Puis vendredi, il a demandé l'aide médicale à mourir. Il disait qu'il voulait mourir dans le jardin, mais c'était pas possible. Alors, le jardin est venu dans sa chambre. Les gens là-bas ont ramené toutes les plantes, tout ce qu'on peut de plus vert autour de lui, vert comme ses yeux. Puis il est décédé paisiblement. Il était très, très, très reconnaissant. On a été gâtés par lui. Des merci, on en a eu, puis des accolades. Alors, on a été choyés. Docteur Marchand, si Michel n'avait pas croisé votre route et celle de votre équipe, qu'est-ce qui serait arrivé avec lui? Bien, Michel avait son plan. Il y avait un plan B qui était, mettons, très peu digne, dans le sens qu'il voulait s'organiser toute seule. Organiser sa propre, on va dire, aide médicale à mourir, à sa façon, dans son coin. Donc, c'était ça son plan B. Est-ce que ça aurait eu lieu? Je ne le sais pas. Mais clairement, je pense qu'on n'arrive pas toujours à changer la trajectoire de soins. Mais pour Michel, heureusement, on est arrivé juste à temps parce que quelques jours plus tard, il était plein de métastases dans les os, donc les os très fragilisés. C'est une question de jours, de semaines qui se fracture quelque chose. Là. Vous côtoyez comme ça les plus poqués, les plus vulnérables de la société, Dr Marie-Hélène Marchand. Quel constat vous faites sur la misère sociale quand vous allez à la rencontre de ces gens-là qui sont sans abri et qui sont en phase terminale? Bien, je trouve que c'est ça le plus dur de mon travail. En fait, c'est pas tant le travail en soi, mais de constater que les injustices sociales, ça se répercute dans la vie de la personne, mais jusqu'à la fin. Comme on disait tantôt, plus tu es pauvre, plus tu es malade, et moins tu as accès aux soins, et c'est même, la littérature est claire là-dessus, moins tu as accès aux médicaments pour te soulager. Donc, c'est vraiment grave. C'est un constat d'injustice sociale majeure qu'on doit adresser au niveau, à plusieurs paliers, là. À part votre équipe, Dr Marchand, dans ce projet-là qui s'appelle Maison Mobile, à part votre équipe, est-ce qu'il y a d'autres équipes volantes comme ça qui vont à la rencontre des sans-abri qui sont en fin de vie? Bien, je pense qu'on est les seuls au Québec à faire ça pour la partie fin de vie. Après ça, il y a des équipes itinérantes dans chacun. Oui. Pas dans chacun des CLSC, mais dans quelques CLSC. Ils sont débordés. Clairement, on ne répond pas à la demande. Là. De quoi vous auriez besoin? Bien, de sous. Il faut nommer les choses. Dans le fond, nous, on est un organisme à but non lucratif. Je dis nous, moi, mon salaire, c'est à part, mais pour pouvoir engager une infirmière, un travailleur social, on apporte aussi des vêtements, de la literie, etc. Donc, on a besoin de sous.
On a été, encouragés par la Fondation Marcel et Jean Coutu. Mais ça nous donne encore 2 ans de capacité d'opération. Vous avez un financement grâce à cette fondation pendant 3 ans. C'est ça. Fait que là, ça fait 1 an, il nous reste 2 ans, donc on a besoin de sous. On a besoin de bras bénévoles. On cherche une infirmière en ce moment, infirmière. Donc, tu sais, on couvre que 3 territoires à Montréal, puis on les couvre pas parfaitement. Je pense qu'on commence à toucher les réels besoins. J'ai l'impression que d'ici la prochaine année, on va probablement doubler la quantité de personnes qu'on doit avoir. Mais c'est un financement que vous avez là, privé, donc à travers la Fondation Coutu, et aussi, je pense, un organisme fédéral. C'est ça. Ce qui se termine en février, là. Mais il n'y a pas de... Si je comprends bien, le gouvernement du Québec n'est pas dans le financement. Non. Avez-vous fait des demandes? Bien, on a rencontré des gens du gouvernement, mais à ce moment-là, puis là, j'ouvre une porte, mais à ce moment-là, on ne sentait pas vraiment que les gens comprenaient ce qu'on faisait, comprenaient la situation, l'urgence de la situation aussi. Puis juste pour faire un parallèle, là, à Toronto, le même projet, c'est un budget de 1,5 million par année pour autour de 150-200 patients. Puis ça vient du gouvernement, ce budget-là. Là, nous, on se bat pour avoir beaucoup moins que ça pour être capable de faire nos activités. Fait que c'est sûr que ça serait bienvenu. Par contre, on veut garder notre autonomie. Et le projet, une de ses forces, c'est qu'on est très mobile, le titre le dit. On n'a presque pas de paperasse, on a besoin de quelque chose, on s'appelle. C'est ça qu'il faut pour des gens qui sont en situation d'itinérance. Souvent, c'est urgent. Quand on voit la personne au dépanneur, c'est maintenant qu'elle est au dépanneur, pas dans une semaine, quand on va avoir relevé le formulaire. Donc ça, c'est super important qu'on reste aussi flexible que ça. Bien, écoutez, j'espère que cette entrevue, le reportage dans la presse dimanche, Dr Marchand, va ouvrir des yeux à Québec. Je pense que c'est un projet qui est nécessaire. Merci. Un immense merci à vous autres. Merci d'être venu expliquer tout ça. Merci. C'était Dr Marie-Hélène Marchand.